sa manœuvre en Crimée, c'était du Vivaldi, c'était une manœuvre parfaite. Elle était quasiment inattaquable sur le plan médiatique. Je dis quasiment, parce que bien sûr, elle a été attaquée, mais elle était quasiment inattaquable sur le plan médiatique, parce que pas un coup de feu a été tiré, et que c'était un référendum. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas fait pareil pour Donetsk et Lugansk, en fait, pour tout le Donbass. Et vraisemblablement, la Russie n'était pas prête à ça. Et maintenant, la question que je vais poser évidemment dans ce live, c'est pourquoi il ne l'a pas refait plutôt que de marcher sur Kiev. Et donc ça, évidemment, je considère que c'est une faramineuse connerie d'un point de vue géopolitique. En laissant de côté, bien sûr, qui a raison, qui a tort, mais d'un point de vue géopolitique, et je vais le souligner abondamment, la situation de Poutine n'est pas bonne du tout. Et c'est quelque chose, évidemment, les médias disent qu'elle n'est pas bonne, mais vous disent pas pourquoi. Vous disent juste qu'elle n'est pas bonne parce que Poutine est un méchant, et ça c'est la présentation médiatique. Mais au-delà de toute question sur Poutine est-il un méchant ou un gentil, la situation, les objectifs de guerre de Poutine sont pas du tout atteints en ce moment. Et ils auraient dû être atteints plus tôt. Et c'est ce dont on va parler dans ce live notamment. On en avait parlé un peu avant, mais là, avec le recul, on va pouvoir en parler davantage. Donc voilà, mes deux biais étant annoncés. Petit 1, j'ai des amis à Tchernihiv, donc en ukrainien. L'Ukraine est séparée par un fleuve qui s'appelle le Dnipro, le Dniepr en français. Et ce fleuve traverse l'Ukraine en diagonale. Et de part et d'autre de ce fleuve, vous avez deux grandes villes. Vous aviez, parce qu'il y a une autre ville qui a été évacuée, c'était Pripyat. Pripyat, c'était Tchernobyl. Pripyat, c'est la ville qui a été évacuée pour Tchernobyl. Et alors dans le chat, on me dit, tu peux faire quelque chose pour ton micro. Vous vous foutez de moi ou non. Le micro grésille encore. Bon bah écoutez, alors là je vais vous le dire clairement, si le micro grésille encore, ça sera de la faute à YouTube. Alors je peux pas vous dire les choses autrement. Si le micro grésille encore, là plaignez-vous à Google parce que c'est étanche. Quand j'avais fait un live avec StreamYard, tout était méga bien passé, même avec une mauvaise connexion internet. Et là Google, bon l'outil de live de Google, c'est pas des flèches honnêtement. Je dois reconnaître, c'est pas des ouf. Bon, je reprends. Donc voilà, mes deux biais étant posés, petit 1, j'ai des amis proches, une famille amis proches dans leur cave à Tcherniv. Petit 2, je ne me suis jamais caché du fait que Poutine, selon moi, est un équilibreur des relations internationales et qu'il évitait l'arbitraire américain et que le double veto russo-chinois en Syrie était excellent et que d'une façon générale, il fallait que Poutine équilibrât les relations internationales. Maintenant, la situation actuelle. Alors, encore une fois, ce live, on va le placer sous l'angle de comment résoudre le conflit, quels sont les points essentiels du conflit et qu'est-ce qui aurait permis ou qu'est-ce qui pourrait encore aujourd'hui permettre de le résoudre. Alors, avant toute chose, je vous ai vraiment dit, d'ailleurs je remercie Pierre Jovanovic pour qui j'ai une réelle estime pour ses revues de presse, pas piquer des hannetons et son travail en général. Il me fait penser au William Engdahl français. William Engdahl, c'est d'ailleurs un auteur que je vous recommande considérablement pour la géopolitique. Si vous voulez vous former à la géopolitique, moi, quand j'enseignais la géopolitique de la connaissance à Centrale, ce que je donnais comme lecture, c'était A Century of War de William Engdahl, donc F. William Engdahl, journaliste allemand, américano-allemand, qui vit à Francfort et qui a écrit l'ouvrage de référence sur la géopolitique du pétrole. A Century of War. Il a écrit d'autres ouvrages de référence qui sont remarquables. Et pour moi, Jovanovic se rapproche de William Engdahl, qui est vraiment une référence en géopolitique. Même si, bon, Jovanovic, c'est moins de la géopolitique, c'est plus du journalisme. Mais dans tous les cas, en termes de plumes, je pense que c'est des personnes assez similaires. Et donc, voilà, Jovanovic avait... Pierre Jovanovic, on va pas juste l'appeler par son nom de famille, avait souligné que oui, j'avais rappelé bien sûr dans ma vidéo précédente que l'Ukraine a un problème avec le nazisme d'un point de vue construction de son nationalisme. C'est-à-dire que l'identité nationale ukrainienne, donc je vous avais dit dans les précédentes vidéos que l'Holodomor a joué énormément et que c'était justifié, mais également il n'y a pas du tout eu en fait un droit d'inventaire dans le nationalisme jeune ukrainien et que vous retrouvez avec un Zelensky qui est juif et qui doit composer avec des néo-nazis. Et que, je ne vais pas dire que ça le dérange, hein, mais la situation, c'est que concrètement, le bataillon Azov, ce sont des néo-nazis, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Et surtout, en fait, l'Ukraine a nommé un stade, alors j'avais parlé d'une avenue qui s'appelait Stepan Bandera, mais vous avez un stade maintenant, un stade Stepan Bandera. Ça, alors voilà, la médiasphère française vous en parlera pas.
Alors vous allez me dire: «Oui, mais est-ce qu'on part en guerre pour ça?» La réponse est non, évidemment, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si vous tolérez qu'il y ait des stades qui soient nommés Stéphane Bandera, vous imaginez bien qu'il y a tout un tas d'autres problèmes derrière. Et on a effectivement, comment dire, Castex a dit non, il n'y a pas de génocide, le terme génocide n'est pas approprié, mais il y a une persécution des Russes de l'Est, des binationaux et ou des pro-russes à l'Est de l'Ukraine. Ça c'est vrai. C'est vrai, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Moi j'ai fréquenté, les personnes que j'ai fréquentées à Tchernihiv avaient des amis de Pravy Sektor. Donc Pravy Sektor, secteur droit en ukrainien, c'est des néofascistes, c'est des néo-nazis. Je ne peux pas vous dire les choses autrement, c'est des néo-nazis. Vous avez... Et le pire, c'est que j'ai mangé avec eux et tout. Enfin, c'était pas un rassemblement de Pravy Sektor. Hein. C'est à force de leur parler, ils m'ont dit: ah oui, nous, on est de Pravy Sektor. Et c'est ça qui est remarquable, j'ai envie de dire, parce que Pravy Sektor a fait association avec des islamistes exfiltrés de Syrie.